Salut Catherine. Salut Pablo, salut à tous et à Heu, toutes. Petit débrief, hebdomadaire. On va revenir sur, plusieurs points. On va vous parler d'Europe, on va vous parler de la France insoumise et des municipales. Mais on voulait commencer, en, vous parlant, d'une petite nouvelle, d'un coup de tonnerre dans le paysage politique. Non, je sais pas du tout en plus, mais de la candidature, pour la présidentielle de Bruno Retailleau, le patron, des LR. Il s'est lancé, jeudi soir. Il a fait un communiqué en disant qu'il était candidat à l'élection présidentielle, que la France avait besoin de lui, blablabli, blablabla. Il a fait un super reportage en Vendée, j'ai adoré. Hein? Genre, ouais, ouais, ils sont allés le filmer en Vendée, sur ses terres. Sa petite patrie, dit-il. Exactement, sa petite patrie, qui est un peu la mienne aussi. Tout Je à suis un fait. quart vendéen. Et donc, c'est assez drôle parce qu'il fait en fait comme Non, mais qui dit sa patrie à propos de la Vendée? Non, pardon. ma grand-mère. Ah bon? Un quart pour la France, un quart pour le roi. Tu sais, elle a le dos. Oui, bah, c'est ça. Bon, bah, donc voilà, c'est bien ça que j'ai entendu. Un petit OK. souci. Et donc, il s'est lancé. Alors on va essayer de voir pourquoi est-ce que, aujourd'hui, en février, 2026, à un peu plus d'1 an des élections présidentielles, il a décidé de genre, il trouve, opportun, en fait, de, se proposer à l'élection, présidentielle. Peut-être que je vais te laisser, inaugurer ce sujet. D'accord. Bah, en fait, je crois que cette, déclaration de candidature qui n'a pas été qu'un communiqué, c'est un gros plan commun Mmh. parce qu'il y a eu, la lettre adressée à tous les députés et sénateurs, puis une vidéo, puis, 20 h, puis un interview au Figaro et un communiqué. Enfin bon, c'est quand même, il a organisé son entrée en campagne, et il dit des choses puisque sa vidéo, elle dure plus de 10 minutes, donc il a quand même, j'étais assez surprise par, le temps qu'il prend et la précision des sujets qu'il aborde. Mais d'abord, pourquoi est-ce qu'il le fait? Je pense qu'on peut le relier à quelques événements qui se sont produits ces derniers jours ou même, cette dernière semaine. D'une part, le réquisitoire contre Marine Le Pen. Elle espérait un miracle, c'est-à-dire elle espérait que sa condamnation, ne soit pas demandée à nouveau par les procureurs. Ils ont redemandé, ils ont certes pas demandé, l'application, préventive, mais, ils ont redemandé sa condamnation Son inéligibilité. et donc son inéligibilité, puisqu'elle est automatique, l'inéligibilité, heu et une condamnation à 5 ans. Donc, si c'était moins de 2 ans, vu que ça a démarré au mois de mars de l'année dernière, ça lui permettrait de redevenir éligible à partir du mois de mars 2027 et donc d'être candidate. Mais quand même, elle a assez peu d'espoir, que cela soit le cas et le deuxième problème qu'elle a, c'est qu'elle, elle a c'est assorti de peines de prison qui seront aménagées avec un bracelet électronique, ce qui est assez inconfortable pour faire une campagne électorale. Vous pouvez pas faire de meeting puisque le soir, vous devez être chez vous Mmh. à 20 h. Donc elle peut faire des visios, elle peut apporter son soutien à quelqu'un, mais elle ne peut pas elle-même, être présente, en meeting. Bref, tout ça ça semble très, très compromis pour elle et du coup, je pense qu'il y a vraiment une réorganisation à droite et à gauche, hein. C'est quelque chose qui change la donne, que ce soit Jordan Bardella ou Marine Le Pen. À cette heure, tout le monde continue de penser que le RN sera au second tour, ce que je ne crois même pas forcément totalement acquis, parce que Bardella, c'est pas Marine Le Pen. Il n'a ni l'expérience, ni l'étoffe, de Marine Le Pen et donc est-ce qu'il sera capable de tenir la distance? C'est pas sûr. Du coup, il y a plusieurs stratégies qui se dévoilent et du côté de la droite, ce qu'on a écrit dans la newsletter de vendredi, je vous invite à vous y abonner, c'est gratuit, vous mettez votre adresse mail sur le site de Regard et vous la recevez tous les jours. Vous la lisez pas, mais des fois il y a des trucs pas mal. Donc on a fait un petit papier là-dessus. Il y a une partie de la droite qui, continue d'être sur la ligne défendue par Michel Barnier depuis, 2024, depuis qu'il a été Premier ministre. Il faut que la droite se rassemble, sinon c'est la gauche qui sera qualifiée au second tour. Alors lui, c'est vraiment sa position et c'est la position que défendent un certain nombre d'autres, ténors de la droite, notamment Gérald Darmanin, notamment, Laurent Wauquiez, qui disent: «Il faut une primaire» et lui, il précise la primaire de Darmanin à, Sarah Knafo. Donc on voit que l'arc, pour Wauquiez est très, très large.
et en fait, il inclut des gens qui sont, classés à l'extrême droite comme Sarah Knafo. Donc c'est tous unis contre le RN, c'est-à-dire à nous le pouvoir, parce qu'en fait, on va le voir après, c'est pas forcément sur des désaccords idéologiques que tout ça est en train de s'organiser. Y compris d'ailleurs parmi ceux qui ne font pas partie de ceux qui revendiquent une primaire, comme par exemple, le groupe, Renaissance. On voit que le groupe Renaissance, ne cesse de faire des gestes, des actes qui sont de plus en plus en direction d'un électorat qui serait, de plus en plus, radicalisé sur la droite. Alors donc ça porte sur les questions de police, de justice, là, enfin, l'histoire L'immigration. d'immigration et la folie, de Jean-Michel Barrot, Jean-Noël Barrot Jean-Noël Barrot, Jean-Noël Barrot de demander la démission d'une, représentant. représentante de l'ONU, sur, les affaires palestiniennes à p à propos enfin, en s'appuyant sur une fake news totale portée par, les députés Renaissance. Voilà, enfin, je veux dire, le champ à droite glisse, glisse, glisse. Enfin bref, en tout cas, Attal pense qu'il a ses chances, Édouard Philippe pense qu'il a ses chances et ils pensent qu'ils vont rassembler la droite sur leur nom. Tandis qu'il y en a un autre parti qui pense qu'il faut faire une primaire. Et enfin, il y a Retailleau qui, lui, c'est un petit peu différent. Lui, il pense carrément prendre l'espace de l'extrême droite. Et il s'appuie sur cela parce que dans son intervention de 13 minutes, à 2 reprises, il fait référence à son passage à Beauvau, c'est-à-dire que vraiment il considère que c'est ça marque, son identifiant. De fait, personne ne le connaissait avant et il devient, célèbre, à partir de ce passage à Beauvau et il annonce son projet et son projet, c'est franchement un copier-coller du projet de l'extrême droite. C'est-à-dire des référendums, notamment sur la question des migrations, sur la question de la justice, le fait qu'on reconnaîtra plus, la signature de la France, sur un certain nombre de traités internationaux, notamment les droits de l'homme, l'enfance, et les traités européens et cetera. Donc on retire notre signature. Enfin, il dit pas: «On retire notre signature», mais le droit français prévaudra par rapport, aux traités. Et tout ça appuyé sur des référendums qui sont anticonstitutionnels, donc ce qu'il ne dit pas, mais ce qui est, implicite, c'est qu'il y aura une transformation de la constitution pour pouvoir, rendre cela possible. Donc Retailleau, lui, il dit: «Au fond, l'extrême droite, c'est moi» et il a pas tort de penser cela. Il a d'autant moins tort de le penser cela que, lorsqu'on regarde aussi, ce qui se passe du côté, du Rassemblement, national, on l'a déjà dit, plusieurs fois à regard, mais, il faut pas se méprendre, sur le fait que, Jordan Bardella ne porte pas exactement la même vision, du parti que Marine Le Pen. Marine Le Pen, d'ailleurs un peu comme, son père, Jean-Marie Le Pen, en fait a réussi à, elle subsumait, elle, je sais pas comment on dit, elle réussissait en fait à, dominer, les différents courants qui pouvaient exister en fait, à l'extrême droite. Hem Quand je dis différents courants, c'est que, ben, il y a de grosses différences entre, les, néolibéraux à tendance fascistoïde, et les, patriotes ultra-souverainistes, genre qui sont aujourd'hui qui peuvent se retrouver, dans le Rassemblement national, mais qui ne portent pas exactement, les mêmes, visions de la France ou visions, du monde. Si Marine Le Pen, qui est une personnalité incontestée, enfin qui était une personnalité incontestée, jusque-là pour les représenter, à la fois, au niveau, des élections présidentielles, mais aussi pour incarner la présidence du parti, en fait, le leadership, Mmh. du parti. Si elle disparaît, alors va se poser la question, en fait, quelle direction, va prendre, le parti? Et là, la proposition Bardella, il faut aussi, l'analyser, pour ce qu'elle est. La proposition Bardella, c'est une proposition qui enfin, néolibérale fascistoïde. Enfin, c'est-à-dire que, Jordan Bardella, c'est, l'artisan du rapprochement, du Rassemblement national, avec, les patrons. Il adore aller, aux universités d'été du MEDEF. Il adore, parler, au monde économique, comme il dit, il les cajole, il construit un discours qui va, les flatter, il est aussi, faut pas l'oublier, hein, en 2000,
2024, il a aussi été une des chevilles ouvrières de la récupération d'une partie, entre très gros guillemets, mais quand même, des LR. C'est la courroie de transmission pour ramener Ciotti, qui était quand même président des LR, il ne faut pas l'oublier, pour ramener Ciotti et quelques-uns de ses amis dans le giron du Rassemblement national. Et c'est là que la stratégie de Retailleau intervient. C'est-à-dire que Retailleau se dit, bon, Marine Le Pen, elle n'est pas challengeable en fait. Il a pas les mêmes, ils sont pas dans le même périmètre mental. Enfin, ils ont pas. En revanche, Jordan Bardella lui ressemble beaucoup plus. C'est-à-dire que il se dit, là, il y a l'espace en fait de droite extrême, extrême droite que va incarner Bardella dans la présidentielle. Bah, c'est vrai que Retailleau peut l'incarner aussi. Enfin, je veux dire, moi, je trouve que leur vision du monde se ressemble beaucoup plus que celle de Marine Le Pen. Et donc, il se dit, bon, bah, en fait, je vais aller le challenger sur ses propres terres, je vais faire des propositions. Et en plus de ça, moi, contrairement à lui, et comme tu l'as dit, j'ai été place Beauvau. Il l'a répété 2 fois. C'est-à-dire que lui, en fait, il est la droite extrême ou l'extrême droite de gouvernement. Là où Jordan Bardella est sans arrêt gossé en mode genre, c'est quoi ce petit jeune qui a 30 ans, on va pas lui donner les clés du gros paquebot, quoi, du paquebot France. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui se posent. Et lui, il va dire, bah non, mais moi, je pense comme lui, genre, je suis de droite extrême et j'aime les petits patrons et j'aime les patrons, etc. Et en même temps, j'ai l'avantage de l'expérience, quoi, et de l'expérience de gouvernement. Et donc, c'est pour ça que là, dans ce qui va les mécaniques qui vont s'enclencher, va y avoir une bataille pour le leadership de cette réunion des droites qui, de fait, et tu l'as très bien expliqué, mais on l'avait déjà expliqué dans des débriefs et dans des papiers passés, il y a un rassemblement des droites aussi par les électeurs et par les sympathisants qui est en train d'advenir. Oui, et puis là, ça commence aussi, je pense que Retailleau, il accélère le mouvement parce qu'il veut aussi stopper, heu, le fait que ça foute le camp du côté du RN. Ils viennent quand même de se prendre un caramel, en Haute-Savoie ou en Savoie, je sais plus, enfin un Mmh. député ciottiste qui a été élu, alors qu'ils pensaient bien, récupérer le siège. Et à Nice, ce qui est en train de se jouer, c'est, éventuellement que, ce soit Ciotti qui prenne la mairie de Nice. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent aussi, d'une certaine manière, il y a une bataille sur, le leadership, de l'extrême droite. Alors tu as raison de dire qu'il est plus proche, dans ce qu'il incarne et dans les idées, de Jordan Bardella que du reste du RN. Enfin, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est-à-dire que si on veut avoir une politique, bien autoritaire, bien anti-immigration, et bien libérale, ben, tant qu'à faire, éviter. Enfin, pourquoi ne pas la faire soi-même quand on en est convaincu? Donc c'est ce que fait Retailleau, et là, il veut marquer, je dirais, un coup d'arrêt pour dire: «Moi, je suis capable de porter les idées que, vous avez envie de défendre et qui vous conduisent à foutre le camp du côté du Rassemblement national». Oui. Je pense que c'est pour ça qu'il accélère un peu le mouvement, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se profiler, qui est, un flux, qui est, pas forcément massif, mais enfin, je veux dire, les petites rivières qui foutent le camp, d'une dévitalisation des LR, au profit du Rassemblement national. Donc il marque la limite. Dernier petit point, parce que en fait, j'ai cherché hier soir et j'avoue que j'ai pas eu vraiment de réponse. C'est comment est-ce qu'ils vont arbitrer sur est-ce qu'il y a une primaire ou pas? Parce que pour l'instant, contrairement par exemple aux socialistes qui eux ont dit nous c'est le vote des militants et enfin on va s'en référer à ça pour savoir si on participe à la primaire à gauche ou pas après les élections municipales. Les LR, en fait, jamais personne, pour l'instant, ni Wauquiez, enfin ceux qui sont les partisans de la primaire, par exemple, chez les LR, ne disent jamais: «Tiens, on va s'en remettre au vote des militants». Et
j'en viens, en fait, à mon dernier point, c'est que ce qu'utilise, Retailleau aussi, c'est, le culte du chef, en fait, qui existe et qui est très, très fort, à droite et en fait, il utilise le fait qu'il est président, des LR et donc il utilise son leadership pour asseoir, en fait, avec autorité, il dit: «C'est moi le candidat à la présidentielle» et hier, j'étais en plateau avec un journaliste de Valeurs Actuelles, donc qui suit très bien ces affaires-là et qui m'a dit: «Ce qu'essaie de faire Retailleau là, c'est de faire taire tout le monde. C'est de dire: "Je suis le candidat" et puis Bah, genre tout le monde, genre, p plus personne n'aura le droit de parler puisque je suis le président des LR, donc je c'est légitime que je sois candidat et donc Wauquiez, tout ça, vous rentrez à la niche, je veux plus en entendre parler». Je mmh, pense pas que c'est comme ça que ça va se passer, ouais. mais c'est ça qu'il assoit en utilisant ce césarisme qui est très, très fort, Mmh. chez, dans les partis de droite. C'est vrai, mais enfin, je pense qu'il a pris quand même légèrement un coup dans l'aile parce que d'abord parce que Ciotti est parti, donc en fait un président de parti n'est pas, infaillible, c'est le moins qu'on puisse dire et et que par ailleurs, il y avait une commission qui avait été mise en place au sein des LR pour discuter de ce point et déjà cette commission qui était présidée par Larcher, avait reçu un certain nombre des dirigeants du parti qui peuvent éventuellement prétendre faire partie des candidats, donc David Lisnard, le président de l'Association des maires de France, Valérie Pécresse, comment il s'appelle le type du Nord? Hein? Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, Wauquiez et cetera. Tous ces gens ont été auditionnés pour essayer de faire une proposition et Retailleau s'assoit complètement sur cette procédure qui a été mise en place sous sa direction, enfin à son initiative. Il squeeze tout ça et il dit pas: «Je suis candidat pour représenter, mon camp» ou j'aime enfin voilà, il dit: «Je suis candidat à l'élection présidentielle». C'est-à-dire Mmh. qu'il laisse pas beaucoup d'espace pour qu'il y ait autre chose. Moi, je l'ai compris comme, heu, Attal et Édouard Philippe, vous pouvez y aller, moi j'irai. Mmh. Voilà, c'est plutôt comme ça que je l'ai compris. Ce qui ne va pas non plus sans poser problème parce que pour le coup, s'ils y vont à 3 ou 4, parce que tant qu'il y a des fous, on peut continuer, donc il y aura aussi Zemmour et puis il y aura pourquoi pas, Darmanin et cetera. Donc on la même folie d'éclatement à droite, enfin la même folie que l'on voit un peu, parfois se profiler à gauche, peut advenir à droite. Alors la droite se méfie aussi d'elle-même parce qu'elle dit: «Ouh, la gauche, ils ont une tradition d'unité que nous n'avons pas». Et c'est vrai que la droite n'a pas cette tradition de se regrouper et donc ils ont un peu l'inquiétude qu'on leur fasse le coup de 2024 et que la gauche se rassemble et qu'eux Mmh. partent en ordre dispersé et que du coup, ils passent de nouveau le second tour. Le dernier tout petit point que je voulais dire, c'est que, je pense que Retailleau vise, comme tu l'as dit, heu, à remplacer Bardella. C'est-à-dire qu'en fait, il vise pas à être face à Bardella et je pense qu'il a raison parce que je pense qu'il y a quand même pas, 40 des Français qui veulent voter, pour une proposition aussi, droitière si on ajoute, Bardella, voire, plus encore. Donc Bardella et Retailleau, non, lui, ce qu'il veut, c'est prendre la place. Je pense que vraiment son objectif, son offensive, c'est une offensive de remise en selle des républicains, nouvelle mouture qui c'est pas l'UMP, de Chirac, quoi. C'est son truc à lui, quoi. On voulait aussi, dire un mot de Sarah Knafo. Heu, ouais, Sarah Knafo donc qui est, Reconquête, qui est députée européenne et qui est donc Reconquête, c'est le parti de Zemmour et qui est candidate à la mairie de Paris. Sarah Knafo, elle a une omniprésence médiatique, qui n'a d'égal, que celle, à l'époque de Éric Zemmour, son conjoint. C'est-à-dire qu'on voit exactement la même chose, elle est présente, mais de façon elle sur tous les plateaux, mais beaucoup trop. Je sais même pas comment l'Arcom, en fait, peut laisser faire ça, la laisser prendre, autant de place. Elle a fait, le JT de TF1, on sait pas tellement Mmh. à quel titre, pour présenter sa candidature à l'élection, municipale, parisienne. Hem Et là, elle vient, c'était cette semaine, d'être décorée, d'un prix, qui est octroyé par, le Trombinoscope et par, Public Sénat et Une LCP. revue?
Et oui, bien Communication, sûr, c'est une c'est revue, voilà. voilà, une revue parlementaire, quoi, Mmh. et par, les chaînes LCP et Public Sénat. Donc il y a un jury, qui était composé de Christophe Barbier, des gens du Public Sénat et cetera, et qui ont remis le prix de personnalité politique de l'année à Sarah Knafo. Heu, c'est, honnêtement proprement hallucinant, de comment on dit? De donner le tapis rouge une personnalité, autant d'extrême droite, autant enfin franchement ces paroles, je n'ai pas d'autres mots qu'elles sont c'est puant en fait, tout ce qu'elle raconte sur, le monde, sur la France, sur les immigrés, sur tout. Et il y a une espèce de folie médiatique autour de Sarah Knafo sous prétexte que, ils trouvent ça génial, qu'elle s'exprime en souriant, tout le temps, qu'elle ait un manteau jaune, Et qu'elles reprennent les codes de la communication. de Mamdani. Mmh. C'est vraiment génial, bravo, c'est super, Non, mais surtout, c'est qu'elle vient d'apparaître il y a 3 semaines, oui, quoi. Et 3 semaines après, ils sont tous en train d'accepter ça. oui, Aucune résistance. Je veux dire, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? En dehors de faire de la com pour sa campagne, elle a absolument rien fait d'autre, mmh, hein. Mais ils osent la déclarer personnalité politique de l'année. Ça en dit long, sur d'une certaine manière, la banalisation de la dépolitisation complète, hein. C'est-à-dire on les regarde comme, tout à fait une proposition politique parmi d'autres, au même titre que les autres. mmh. Donc on juge Sarah Knafo comme on juge, je sais pas moi, de toute autre candidature, de toute autre personnalité politique. Nous on s'en est étouffés, quoi. Mmh. Quand on a vu ça, on s'est dit: «Mais là, ça fait moment qu'on voit qu'il y a, de l'acceptation, de la banalisation, dans le champ médiatique, même auprès de nos collègues, que nous fréquentons, une acceptation en fait, de leur champ. C'est très, très, très souvent Mmh. que, sur les plateaux, on est, face à, comme tu viens de le dire, Valeurs Actuelles, le représentant de Marine Le Pen, enfin c'est quand même, ils sont, heu la gauche est à égalité avec l'extrême droite sur les plateaux Mmh. et on les porte, on les porte, on les porte et les questions, des journalistes sont à égalité, bienveillantes et cetera et il y a l'intégration de leur poids et de leur probable conquête du pouvoir. Voilà, on est en train de faire comme si c'était déjà là et on leur montre par avance qu'on va pouvoir négocier. Mmh. Moi, c'est Alors comme ça que je le ressens. je vais rajouter une petite anecdote qui m'est arrivée hier. Je suis arrivé à France Info et dans le hall, il y a un journaliste de France Info qui m'a dit, je lui dis: «Bonjour», il me dit: «Bonjour» et il me dit, «Ah ben, il y a besoin de l'extrême gauche sur le plateau», tu vois? Il me dit, du Ah bah, «On a tu vois? besoin d'extrême gauche sur le plateau» et je le regarde, je lui dis: «Qu'est-ce que tu Mmh mh. racontes?» Et il me dit: «Ah bah non, bah maintenant il y a le droit de le dire» et heu et en fait, bon, c'est pas grand-chose. Après, j'ai pris l'ascenseur et tout, mais je me suis dit, en fait, je pense que c'est dans leur tête, c'est vraiment comme ça maintenant qu'ils considèrent la gauche dans son ensemble. C'est-à-dire que nous sommes l'extrême gauche et nous avons Tu peux donc témoigner que c'est pas moins vrai, hein. comment? Moi, je peux dire Et Pablo, c'est pas l'extrême non, gauche. pas du tout et nous sommes l'extrême gauche et l'extrême droite est considérée comme la droite. C'est ça le problème et c'est là que se fait le glissement, tu vois? Jamais ils n'auraient osé, en fait, mettre par exemple, une personnalité politique de l'année, une personnalité de la France insoumise, tu vois? Parce que genre maintenant c'est en dehors du champ, il s'agit même pas que de la France insoumise parce que c'est la gauche en général Ouais. qu'ils vouent hégémonie et qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas leur donner, le même crédit, qu'ils donnent aujourd'hui à ce que nous on appelle l'extrême droite, mais à ce qu'eux ils appellent, la droite, et qu'ils considèrent comme beaucoup plus raisonnable que tout ce que pourrait Bah, proposer, y compris le Parti le socialiste. terme «la droite nationale» s'impose de Ouais. plus en plus sur les plateaux, Mmh. hein. Tu as remarqué ce Ouais. truc-là? Ils sont présentés comme la droite nationale et véritablement, la place qu'a Valeurs Actuelles est absolument étonnante, hein. Oui, oui C'est et quand c'est pas Valeurs Actuelles, c'est des gens qui ont des espèces d'associations, inexistantes, mais en vérité, qui représentent exactement, le même endroit, politique. Donc, ouais, il y a un truc, là dans de banalisation, d'accélération,
Mmh. C'est suffocant, en Ouais, fait. ouais. C'est suffocant parce que encore une fois, nous, avec Catherine, on les fréquente et imaginez, en fait, que ces gens-là, genre, valident, ce type de stratégie Oui, et les journalistes. les Ouais, journalistes, ouais. oui, les journalistes, c'est absolument gerbant, quoi, Mmh, genre, mmh, mmh, mmh. Bon. autre point, la question européenne, Mmh. il y a eu donc Catherine a fait une newsletter, cette semaine, parce qu'il y a eu un sommet européen, jeudi, sur, la question, en gros de la politique, industrielle, européenne, la enfin, oui, la politique économique, on va dire au sens large, européenne et qu'il y a des dissensions en fait qui ont vu le jour, enfin en tout cas des propositions de direction, entre, d'une part, Emmanuel Macron, d'autre part, Pedro Sanchez en Espagne, Friedrich Merz en Allemagne, Ursula von der Leyen. Chacun a essayé de raconter une histoire qui était un peu différente. Peut-être que je te laisse genre, dire en fait, faire un tableau de ça parce que tu as travaillé. Oui, enfin, c'était, un sommet informel. Le sommet, formel aura lieu à la mi-mars. Mais en fait, c'était enfin moi, nous, on a voulu, attirer l'attention là-dessus parce qu'en fait, ce qui est en train de se discuter, c'est, pas du tout simplement, comment regagner de la compétitivité. C'est pas du tout une question secondaire, hein, mais, c'est autour de cette question de comment regagner de la compétitivité, en fait, des propositions qui se sont, mises sur la table, qui sont à la fois de refaire une autre, façon de faire l'UE. C'est-à-dire que ce n'est plus 27 pays qui sont égaux autour de la table et qui, votent ensemble, les décisions, mais une proposition de, finalement généraliser, ce que Emmanuel Macron avait monté avec la coalition des volontaires Pour l'Ukraine. pour l'Ukraine, coalition des volontaires pour l'Ukraine qui, si vous vous en souvenez, dépassait le strict cadre de l'UE puisque dans la coalition des volontaires, il y avait l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne et le Canada. Donc c'était vraiment, pas c'est pas un périmètre interne à l'UE et Et il y avait pas tous les pays de l'Union européenne, hein. largement pas Voilà. et quand ils ont fait une coalition des volontaires pour aller faire un exercice au Groenland, il n'y a que 7 pays de l'UE qui se sont associés à cette initiative et Pedro Sanchez a fait une proposition qui est de même ordre et qui dit, «Moi, je veux faire une coalition des volontaires». Il reprend l'expression coalition des volontaires pour, reprendre la main sur, le numérique, c'est-à-dire notamment les GAFAM, toutes les questions d'algorithmes et cetera qui déterminent les ingérences étrangères, la question des réseaux sociaux et de la jeunesse. Bon bref, il fait une série de propositions qui ont été, qu'il a exposées dans un discours qu'il a fait à Dubaï et qui a été traduit par Le Grand Continent, donc vous pouvez, vous y référer. C'est pas un discours très long et c'est assez intéressant de voir, ce que dit, Sanchez sur cette question du numérique. Mais là, ce que je veux retenir, c'est que Sanchez aussi s'installe dans cette idée de, coalition des volontaires sur des sujets qui peuvent être plus ou moins, circonscrits ou plus ou moins larges. Il avait, initié une sorte aussi de coalition avec des pays d'Amérique latine, pour, faire face à Donald Trump. À défaut d'avoir des alliés en Europe, il est allé les construire et les chercher, en Amérique latine et il y avait eu aussi un bout d'initiative commune autour de la reconnaissance de l'État de Palestine qui avait été initié par la France au mois d'octobre et auquel s'étaient associés un certain nombre de pays européens. Donc en fait, ce que je veux pointer là, c'est qu'on a le sentiment que, à défaut de pouvoir avancer tous ensemble, de plus en plus ce qui se profile et Ursula von der Leyen l'a validé également dans un discours en disant: «Mais finalement, les traités européens nous autorisent à cela. S'il y a au moins 9 pays européens, vous vous associez puis vous faites votre truc, à 9». Donc on n'est plus dans l'idée de faire ensemble, mais l'idée de chercher des, associations ponctuelles. Je trouve cette idée assez, intéressante. D'abord parce qu'on a suffisamment dit, ici même qu'il y avait quand même un gros problème dans, cette Europe qui, prend des directions politiques très divergentes. C'est-à-dire faire coalition avec, l'Italie de Meloni, c'est quand même pas une chose très, très simple et que, pouvoir distinguer sur les sujets avec qui on s'associe
parce qu'il y a des points de vue politiques différents, parce qu'il y a des intérêts politiques différents, historiques, et cetera. Je trouve que, ça donne, une certaine, comment dire? Ça donne des possibilités d'action qui sont, plus larges. Alors il faut noter que ces coalitions, elles sont pas strictement réservées aux 27 et par ailleurs, ça installe une culture dans lequel véritablement, bien qu'ils s'en défendent, je vois plus qu'il y a d'union là-dedans, tu vois? Ce que je veux dire, c'est que d'ailleurs Sanchez, quand il fait son affaire avec les pays d'Amérique latine, l'UE n'est prav n'est enfin les pays européens ne sont pas présents dans cette histoire. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est en train de défaire, au nom de «il faut bien qu'on avance», de défaire cette, Union européenne qui, d est en train de se défaire pour des raisons très profondes et là, c'est le deuxième point, c'est que, heu, il y a, Emmanuel Macron a fait une série de propositions que je trouve et intéressantes et extrêmement contestables. Ce qu'il propose, c'est, des, investissements, en commun, donc un emprunt, émis à l'échelle européenne de 1 200 milliards par an pour investir sur la défense, sur la transition écologique. Pour lui, c'est essentiellement les technologies de pointe de, la transition écologique, donc les batteries, l'hydrogène, le nucléaire, et puis, la décarbonation des industries. Donc ça, l'IA et le quantique. Donc c'est ça les 4 les 4, Direction, thème. directions, voilà, items qu'il retient et il propose que ce soit des investissements qui soient à un niveau très élevé. Il reprend les chiffres de Mario Draghi, et il dit: «Il faut 1 200 milliards, 800 pour l'industrie et 400 pour, l'armement». Donc 1 200 milliards par an d'emprunts conduits à l'échelle européenne pour conduire ces projets qui demandent de très lourds investissements, sur la durée, et qui soient des investissements fiables. L'Allemagne et l'Italie s'y opposent totalement et s'y opposent totalement parce que ils sont contre des investissements à l'échelle, européenne et ils s'opposent, aussi à la proposition de Macron qui est, en fait de réintroduire de la puissance, publique, pilote. Eux, ils sont beaucoup plus dans, une approche, heu, je dirais de libre Ouvert. de oui, enfin de libre concurrence et cetera et d'ailleurs ce qu'ils disent très explicitement, c'est que le modèle, c'est, le traité de Mercosur, le traité avec, l'Inde et que c'est ça qu'il faut continuer. Donc c'est les traités de libre-échange et que donc en aucune façon il faut, protéger, l'industrie européenne, faire jouer la préférence européenne dans les commandes publiques et au contraire, il faut, continuer d'ouvrir et d'ouvrir et d'ouvrir le marché. Et assurer la compétitivité en baissant, les coûts de production, notamment le coût du travail et cetera. Enfin, Exactement. c'est ça qui est dans Réforme les études. réforme qui a été initiée, dont ne parle pas Macron. Mmh. C'est incroyable parce qu'il parle des réformes structurelles qui ont été faites dans l'Europe du Sud, alors que celui qui l'a initié en premier, quand même, c'est, Schröder en Allemagne, avec, les réformes Hartz qui ont, vraiment abaissé considérablement les protections sociales et le coût du travail, qui fait qu'il y a plus de pauvres, chez les vieux en Allemagne qu'en France, hein, alors que c'est un pays encore plus riche que la France. Donc, leur proposition, c'est de baisser le coût du travail. Alors, ils sont tous d'accord sur une chose, c'est il faut, déréguler. Mmh. Il faut déréglementer. Alors là, c'est leur, truc là, omnibus. À chaque fois, ils font des packages avec, on supprime des restrictions sur l'utilisation des pesticides, sur les responsabilités des entreprises, vis-à-vis de leurs sous-traitants pour que le droit du travail soit respecté et cetera et cetera. Donc, ils sont d'accord pour baisser tout ce qui, porterait, contraintes et limites aux entreprises, Mmh. donc ce qu'ils appellent, la débureaucratisation et je ne sais pas quoi et alors ça, ils sont tous d'accord, hein, Macron, Merz et Mélanie. En revanche, ils ne sont pas d'accord sur est-ce qu'on fait, des programmes européens d'investissement ou pas? Et ce qui est important de noter là-dedans, c'est que, Macron dit: «Si on ne fait pas ça, l'Europe va exploser». C'est-à-dire que si on n'a pas des projets en commun, qu'est-ce qui va nous tenir ensemble? C'est-à-dire que c'est ça qui va nous et il ajoute dans son argumentation, ce qui me paraît absolument fou, c'est il dit, «Les États-nations ne peuvent pas porter ces projets parce qu'ils sont, pris dans le social
Donc en fait, on va laisser aux États-nations le social et les grands projets structurants d'investissement, eux, seront portés par l'Europe. Ce qui veut dire que, ben, les nations n'ont plus véritablement de pouvoir, c'est un petit peu, j'allais dire, toute comparaison égale par ailleurs, c'est un peu comme les communes par rapport à la politique nationale. Les communes, elles ont un peu de marge de manœuvre et il y a des domaines dans lesquels c'est totalement non négligeable, hein, ce qu'elles peuvent faire. Mais le pilotage de la politique, c'est quand même à l'échelle nationale que ça se joue. Bon, bah, Macron, d'une certaine manière, il propose de Mmh. monter ça un cran plus fort en disant, bah, les nations continuent de faire, ce qu'elles veulent sur le plan du social, ce qui veut dire déjà que on renonce à la convergence des droits sociaux, ça c'est plus partie du projet et on fait les investissements stratégiques et dans les investissements stratégiques, Macron n'a qu'une idée, c'est les nouvelles technologies et absolument pas les investissements stratégiques qui portent, sur le développement humain. Il n'est pas question d'investir, sur la santé, d'investir sur l'université, ça c'est un premier niveau de remarque et puis deuxième niveau de remarque, c'est que, enfin, d'abord, je trouve complètement incroyable que les points forts de l'industrie française ne soient pas mentionnés dans la bouche de Macron. Encore que le nucléaire, la France a quelques atouts, mais la pharmacie, l'aérospatiale ne font pas partie, la recherche médicale et l'aérospatiale ne font pas partie des axes stratégiques dont parle Macron. Mais au-delà de cette question, je dirais, des forces de la France qui ne sont pas mises en avant par le président, c'est qu'il n'y a rien qui porte sur des investissements, substantiels dans le développement humain et le développement humain, encore une fois, c'est, la formation, la santé, l'information, la culture. Ça ne fait pas partie de son champ de vision pour gagner en compétitivité. Moi, je rajouterais juste, une chose, c'est une remarque un peu générale sur, la façon dont, j'ai l'impression de plus en plus, les hommes et les femmes politiques du genre, de Macron, heu, saucissonnent, leurs pensées et cette façon, tu l'as très bien dit, qu'il a de dire: «Bon, bah, il y en a». Toujours très bien. Oui, toujours. Non, mais di voilà, d'un côté, tu vois, genre, ils vont s'occuper du les États-nations vont s'occuper du social et puis l'Union européenne va s'occuper, des investissements, d'avenir que je vais choisir et cetera. Comme si, en fait, on pouvait décorréler, Mmh. le terreau, en fait, dans lequel était, construit, en fait, c'est-à-dire que si tu veux avoir des technologies de pointe en intelligence artificielle, bien évidemment, en fait, que tu as besoin d'investir, dans l'éducation, dans l'université et cetera. Si tu veux, en fait, pouvoir, développer, le nucléaire, bah, tu as besoin de gens en bonne santé, en fait, pour pouvoir, genre enfin, tu vois? Il y a un truc qui est complètement débile de vouloir saucissonner. Mais ça se voit aussi en France. En fait, moi, j'ai appris, il y a pas très longtemps, que, tu sais, les projets de loi de finances et la séparation entre le projet de loi de finances du budget de l'État et le projet de loi de finances de la sécurité sociale étaient 2 choses qui étaient complètement séparées depuis les années 90. Avant, ce n'était pas le cas, tu vois? Et cette façon, en fait, Bah, la alors sécurité sociale, de ouais, mais elle était pas inclus dans le exactement, projet, elle était autonome. autonome. Non, Complètement, non, mais ça veut dire c'est surtout qu'on a assisté à une étatisation de la sécurité exactement. sociale. Oui, C'est mais ça va pas tout à fait dans le sens de ce que tu dis. j'entends. Non, si ça va dans le sens de ce que je dis parce que en fait, c'est une accélération. En fait, la naissance, en fait, des bleus, budgétaires là, enfin, tu sais, où tu as chaque ligne, genre, qui sont inscrites, ça, c'est dans les années 2000. En fait, mais tout part ce que je veux dire, c'est que quand tu regardes les débats je dis pas que c'était mieux avant, hein, mais quand tu regardes les débats dans les années 50 et 60, en fait, ils font des propositions, genre, qui sont, beaucoup plus englobantes, en fait, genre, où, ils essayent, en fait, de réfléchir à un ni au et le politique, que ce soit d'ailleurs au niveau de l'Europe, au niveau de la France, tu vois? Ils réfléchissent, je pense, à un niveau qui est plus adéquat. Aujourd'hui, on réfléchit toujours à on a l'impression que au nom de la précision, au nom de l'efficacité, au nom de je ne sais pas quoi, sûrement aussi du néolibéralisme, on réfléchit genre point par point et on oublie le reste, tu vois? Enfin, je veux dire, Mmh. on les on et c'est ce que fait Macron. C'est-à-dire qu'il dit genre: «On va séparer», tu vois? Genre et en séparant, en donnant à chacun, tu vois? Il va y avoir les experts du social qui vont se concentrer sur qui vont être dans les États et puis, genre les experts, de l'intelligence artificielle qui vont être au niveau de l'Union européenne, tu vois? Je trouve que cette séparation est, un artificielle, 2 très problématique pour, que à nouveau redonner, à la fois aux États-nations, et à l'Union européenne, une âme, en fait, Mmh. et une cohérence. Enfin, pour qu'il y ait une cohérence à ces 2 niveaux-là, il faut penser,
tous les paramètres, ensemble et pour, donner une direction, claire. Sinon c'est vain et surtout, sinon c'est incohérent. En fait, il y a une incohérence, en fait, à réfléchir, point par point, tu vois? Genre, tu peux dire des choses Moi, je suis pas sûre contradictoires. moi, je suis pas sûre que ce soit incohérent. Je pense que c'est cohérent avec une certaine idée du Bien sûr, développement bien sûr. dans lequel, enfin, d quand Macron parle de transition écologique, il parle de, technologie. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est que lui, ce qu'il pense, il pense que le développement, par la science et la technique. C'est ça son idée. C'est que moi enfin, personnellement, je suis totalement opposée avec cette idée-là parce que moi, je la crois, fondée sur, l'histoire, la culture, le savoir et que c'est ça le fond. Mais lui, c'est pas son idée. Mais ce que je veux dire, c'est C'est une autre si vision. tu veux faire la transition écologique et que, bah, ah merde, tu pas investi, en fait, dans l'université, donc tu pas d'ingénieur. Ah, bah, vas-y, va faire une transition écologique si tu pas d'ingénieur. Eh bah, tu peux pas. Bah, Tu es bête. tu vas piquer les ingénieurs ailleurs. Oui, bon, Enfin, d'accord. c'est ça le Pathétique. non, mais c'est oui, non, mais c'est Mmh, pathétique, mais c'est pour ça que je te dis que c'est pas, mmh, c'est pas la même vision, de la société et du monde. mmh. Mais moi, je voulais dire un dernier truc, c'est qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, ce qui est en train de se passer depuis, maintenant heu, qui a été, lancé par, la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza, l'arrivée de Trump, ces événements majeurs qui ont déstabilisé le monde, ces régulations, le droit international, qui montrent les désaccords très profonds à l'intérieur de l'UE, parce que l'UE n'a pas su, refonder en fait son projet et en fait les écarts entre les différents pays d'une part et entre les peuples et l'UE se sont aggravés. Là, ça arrive à maturité et je trouverais ça cool qu'on entende quelque chose à ce sujet. C'est-à-dire que si ça Macron fait un grand entretien dans Le Monde, je dis pas que Macron, quand il parle, faut que tout le monde commente, mais enfin, enfin, il fait pas dans Le Monde d'ailleurs, il fait dans une dizaine de journaux européens, dont Le Monde. Donc Le Monde en rend compte, ça n'a pas été commenté, discuté, nulle part. Alors que c'est quelque chose qui est très important puisque c'est une vision du projet européen, de l'organisation de l'Europe, et d'un type de développement. Voilà, ce qui serait super sympa, c'est qu'on se mette à parler en politique, de choses un peu stratégiques. Il y a eu, la conférence, de Jean-Luc Mélenchon dont on a rendu compte, sur les enjeux internationaux qui marque une date, mais ça n'a pas forcément irradié énormément. C'est-à-dire qu'on attend vraiment du débat public et des différents candidats ou, possiblement candidats et des forces politiques et des partis et des journaux, bref, que tout ça, ça se mette à phosphorer et à mettre sur la table et accessible aux citoyens ces enjeux pour qu'un débat se noue. Parce que franchement, c'est ça qui est en train de se faire. On est en train de recomposer le monde de manière aussi profonde que ça a été fait en 45. Et ça va concerner absolument tous les échelons. Et donc, faut que ça parle, il faut que ça réfléchisse et que ça se positionne, quoi. Dernier petit point qu'on voulait aborder ensemble, c'est, la France insoumise. On le voit dans les différents, sondages, que, la France insu les scores des candidats des listes, insoumises, sont un peu en train de se tasser. Que ça soit, à Paris, à Marseille, à, à Toulouse, on il y a pas de, la dynamique en fait qu'on aurait pu croire ascendante, parce qu'ils avaient, ils avaient préparé en fait depuis maintenant pas mal d'années en fait leur candidature, leur programme. Ils sont assis sur un corpus, le communalisme, on en avait fait une interview, dans la Midinale, et aussi leur force de frappe militante, hein, qui est très importante, et ben, ne semble pas véritablement, trouver, de débouchés quoi, enfin, et de force. Alors on va me dire: «Ah oui, mais Pablo il commente les sondages c'est complètement faux et cetera». Mmh. Enfin, tu vas voir, le 15 mars, ils vont faire des scores, mirobolants. Ce sera peut-être le cas, hein, enfin je dis pas le contraire, mais on voulait mettre l'accent avec Catherine sur, le fait que, en vérité ce qui est en train de se passer, c'est
enfin, ce dont on est persuadé, c'est que la France insoumise est en train de tester, en fait, des stratégies politiques, sur le terrain, en vue de ces municipales, notamment, enfin, d'ailleurs, elles sont assez différentes en fonction, des villes. On en a parlé dans une newsletter. À Paris et à Marseille, elles sont particulièrement, agressives et virulentes à l'égard, des autres, composantes, y compris de la gauche. Je veux dire, ils tabassent, Benoît Payan à Marseille, ils tabassent, Emmanuel Grégoire, à Paris, sachant que les 2 les leur rendent bien, hein. Enfin, je dis pas du tout que c'est que de leur fait, mais enfin, c'est la stratégie, c'est cliver, 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 cliver à gauche, heu et qu'une fois que l'élection va être passée, Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise vont regarder, ils vont dire genre: soit c'est bien, soit c'est pas bien, mais ils vont en tirer les conclusions et s'ils considèrent que, bon, bah, c'est foiré, il est fort probable que Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise disent: «Bon, bah, en fait, cette stratégie, ben, on ne va pas la répéter au niveau national, pour l'élection, présidentielle. On va changer notre fusil d'épaule et on va arrêter, tous les 4 matins de dire, sociotraite, 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 sociotraître, et on va remodeler, notre stratégie. Nous, c'est notre intuition, enfin, c'est notre analyse de la façon dont aujourd'hui sont en train d'être menées, ces campagnes, municipales. Mais encore une fois, peut-être que, ils vont faire des bons scores et que la France insoumise va dire: «Bon, bah, en fait, c'est ça qu'il faut faire, c'est incarner, la gauche plus pure que pure, plus radicale que radicale, parce que c'est ça qui nous permet, de faire des bons scores». Mmh. Je rappelle que dans beaucoup de villes, Jean-Luc Mélenchon avait fait aux élections, présidentielles des scores très importants. C'est le cas, par exemple, à Paris, où il a fait des scores très importants, 30%. 30. Et donc si, ben, par exemple, Sophia Chikirou fait moins de 10, ce sera une contre-performance, de sa Ah part. bah, oui, oui, C'est le moins bah, qu'on puisse c'est dire. moins qu'on puisse dire. Oui, moi ce que je pense, c'est que en effet, je pense qu'il y a du test. Ils vont voir, si, quelles sont les stratégies qui marquent et qui marchent. J'ajoute à ce que tu as dit, c'est qu'en fait, ils engagent des personnalités très connues, hein. Je veux dire que c'est quand même Sophia Chikirou qui part, à Paris, c'est, Delogu qui part à Marseille. C'était pas attendu, hein, que ce soit Delogu, mais ils ont donc décidé de le mettre en lice, Piquemal à Toulouse. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui, localement ou nationalement, sont des personnalités de premier plan, qui sont mis en avant. Donc Souvent les députés d'ailleurs. oui, il y a beaucoup de députés qui sont candidats. Donc parce que c'est des plus connus, et puis qui sont madrés, enfin qui ont une expérience politique. Enfin madrés, c'est un peu exagéré, mais enfin qui ont une expérience politique. Donc je partage complètement ce que tu dis, que je suis bien convaincue que c'est un test qui va être analysé finement, ville par ville, pour essayer de voir, alors dans les grandes villes, mais pas seulement dans les grandes villes, dans les banlieues, dans les centres-villes, dans les banlieues et dans les petites villes, parce qu'une élection présidentielle, ça se joue partout sur le territoire et donc la France insoumise regardera ces résultats partout. La chose, moi, qui me semble qu'ils ont un tout petit peu, sous-estimé, c'est que, la gauche, enfin, c'est bizarre parce que comme ils ne croient pas aux sondages, ils ne croient pas à ces sondages. Le troisième qui est sorti la semaine dernière qui dit que les électeurs de gauche veulent que la gauche s'unisse, à 80, y compris les électeurs de la France insoumise, sont aussi nombreux que les autres à vouloir, une candidature commune à l'élection présidentielle, donc à vouloir l'unité de la gauche. Ils n'y croient pas à ce truc-là. C'est-à-dire, ils ne croient pas à la puissance de cette demande d'unité. Et là, je pense qu'ils sont en train de la vivre d'une certaine manière parce que quoi que l'on pense, des résultats, de madame Hidalgo ou de monsieur Payan, les gens de gauche ne pensent pas que la droite fera mieux et veut que la gauche reste, aux affaires. Alors en émettant des critiques, à mon avis, enfin, je trouve pas, dans ce que j'entends, que, les candidats, notamment socialistes, qui sont candidats à leur réélection ou à la continuation, comme pour ce qui concerne Emmanuel Grégoire, on peut pas vraiment dire qu'il y a, un retour critique sur ce qui a été fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. C'est pas se mettre, se couvrir de cendres que de voir que, Paris, a quand même un problème très sérieux, de gentrification, massif, quoi. Je veux dire que le monde du travail, enfin les gens qui travaillent ne peuvent plus habiter à Paris et que ça pose un problème même de fonctionnement de la ville majeur.
Bref. Il y a une critique de gauche à faire et de Benoît Hamon et d'Emmanuel Grégoire. C'est Et ça de que par voilà, c'est ça, mmh. et que, elle n'est pas faite, à mon avis, de façon suffisamment, enfin, elle n'est pas faite, tout simplement. Et que la France insoumise ne la fait pas, elle les cartonne, comme tu l'as dit, c'est-à-dire qu'elle leur rentre dedans, deux fois de façon, que je trouve, enfin, plus qu'exagérée, parce que, l'affiche de Sofia Chikirou mettant en cause, Emmanuel Grégoire et Anne Hidalgo pour la mort d'un enfant dans une piscine, c'est quelque chose qui est d'une violence insensée, quoi. Donc, C'est comme tu as coutume de le dire, ça crée de l'irréparable oui, et de l'irrévocable. C'est-à-dire que quand tu accuses quelqu'un, en gros de la mort, d'un bébé, le imaginer en fait que à un moment, tu pourras à nouveau faire unité avec cette personne que tu as accusée de ça, oui, c'est assez ça va être complexe. compliqué. C'est d'ailleurs Mais du même ordre que l'accusation d'antisémitisme. Quand mmh, tu accuses quelqu'un d'antisémitisme, demain, tu n'imagines pas non plus faire un bout de chemin ensemble, ou quoi. d'Oriot. Ou de Voilà, Doriot. de doriotisme, c'est pareil. Parce qu'il y a des insultes et des accusations qui sont, difficiles à surmonter ensuite. Mais le point sur lequel je voulais insister, c'était qu'en fait, ils sont confrontés là au fait que les socialistes sont partis avec le reste de la gauche. Ça serait pas du tout la même s'il n'y avait pas eu cette union dès le premier tour entre, les socialistes, les écologistes et les communistes, et parfois, l'après, et des associations locales, et cetera. Donc en fait, le fait qu'il y ait une gauche, ce on dit en fait souvent toute la gauche hors LFI, et ce hors LFI fait que LFI est hors, et donc ils sont confrontés à cette première question, et la deuxième question à laquelle ils sont confrontés, qu'à mon avis ils sous-estiment, c'est que, dans les villes où il y a un enjeu de bascule vers, la droite trumpiste, comme à Paris avec Rachida Dati, ou carrément vers l'extrême droite comme à Marseille avec Alizio, pour les gens de gauche, ce n'est pas indifférent. Ce n'est pas la même chose d'avoir Payan ou d'avoir Alizio à la mairie de Marseille, et que donc cet enjeu-là, je crois qu'ils l'ont aussi sous-estimé. Donc, voilà, je pense qu'il y a des analyses à faire sur le type de campagne, la question de l'unité de la gauche qui est extrêmement fort dans l'électorat de gauche, et dernier point, la question de l'enjeu, Mmh. quand la question c'est de savoir si c'est l'extrême droite ou la droite extrême, qui prend le pouvoir, ça compte dans le choix des Mmh. électeurs.